Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre notre réunion de ce jour avec à l'ordre du jour l'examen de la proposition de résolution européenne relative à l'adoption d'une loi européenne sur l'espace. Et nous allons entendre à ce sujet notre collègue Cécile Rilhac. Je voulais avant tout saluer votre initiative parce que je pense que c'est important qu'on puisse avoir ce débat au sein de la Commission des affaires européennes parce que l'enjeu de l'espace est un enjeu crucial de souveraineté pour la France et pour l'Europe. Et nous, Français, nous avons évidemment une responsabilité et un rôle singulier avec, depuis notre territoire national, Kourou et la Guyane, et d'où s'élancent des fusées qui sont le fruit de la coopération européenne également. Donc souveraineté, innovation technologique et industrielle sont évidemment des enjeux liés. Et aujourd'hui, l'Europe ne dispose pas de la capacité souveraine à développer des vols habités, notamment, contrairement à nos partenaires américains, chinois ou russes, et bientôt à l'Inde. Et c'est pour ça que je salue les annonces qui ont été faites par le président de la République lundi pour soutenir le développement d'un vaisseau spatial cargo capable d'acheminer du fret vers les futures stations spatiales. Et avec le plan France 2030, la France ambitionne d'être à l'avant-garde européenne en matière de spatial, notamment en termes de micro-lanceurs. Et donc, la bataille pour l'espace est une bataille mondiale. Et donc, la France et l'Europe doivent évidemment y prendre toute leur place. C'est pour ça que je pense que ce débat aujourd'hui est important. Je vous remercie pour cette initiative et je vous cède tout de suite la parole pour que vous puissiez nous présenter votre travail. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Cher Pierre-Alexandre, je tiens à préciser que c'est vraiment grâce à toi aussi que j'ai eu la possibilité de m'exprimer quand je suis venue justement te voir pour te parler de l'espace et de l'importance de l'espace au niveau de l'Europe. C'est quelque part aussi grâce à toi que cette initiative est née. Donc, et je vous remercie, mes chers collègues, donc, de m'accueillir dans cette commission des affaires européennes. Donc, nos sociétés et nos économies sont devenues dépendantes et des solutions spatiales. Pour autant, aucun cadre réglementaire international ou européen n'encadre aujourd'hui le trafic en orbite. Aux quelques 8 900 satellites déjà opérationnels en 2023, s'ajouteront d'ici à 2030 pas moins de 24 000 nouveaux satellites qui devront cohabiter dans le même espace. Imaginez-vous un périphérique tridimensionnel autour de la planète, et voici l'espace dans lequel circulent les constellations. Imagine-t-on une seule seconde sur Terre de se passer de règles et de codes en matière de trafic routier ou aérien? Cela nous semblerait fou, voire irresponsable. Pourtant, c'est aujourd'hui ce qu'il se passe à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, avec des conséquences catastrophiques sur certaines orbites, et tout particulièrement sur celles que l'on nomme orbites basses. C'est le sujet principal de la proposition de résolution européenne que je soumets à votre examen, sujet qui est au cœur de l'actualité européenne. Lors de la dernière réunion du Conseil, ce vendredi 8 décembre, effectivement, les États membres ont adopté des conclusions dressant un état des lieux de la gestion du trafic spatial. Cette prise de conscience est une étape nécessaire mais insuffisante. En l'absence de normes contraignantes à l'échelle internationale, une législation européenne ambitieuse, centrée sur les activités civiles, est devenue nécessaire pour assurer une gestion efficace du trafic spatial. À l'ère du New Space, les acteurs privés et les projets de méga-constellations, tels que Starlink, se multiplient et risquent de transformer l'orbite basse, déjà particulièrement congestionnée, en corridor de la mort. L'espace ne peut demeurer une zone de non-droit. Les débris spatiaux s'accumulent en orbite basse. En cas de collision avec des satellites, les conséquences peuvent être catastrophiques pour les applications civiles, et je pense particulièrement aux services de télécommunication et de géolocalisation. Civiles, mais également militaires. Nos sociétés sont largement dépendantes des services satellitaires et les risques sont loin d'être théoriques. En 1996, alors même que le trafic spatial était beaucoup moins dense, la France a ainsi perdu un satellite militaire, Cerise, qui a été percuté par le lanceur d'une Ariane 1 qui avait décollé 10 ans plus tôt. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, estime que le nombre de débris spatiaux d'une taille comprise entre 1 et 10 cm dépasse désormais le million. À titre d'illustration, en orbite, un débris en acier d'un diamètre de 2 cm, bien que trop petit pour être suivi, possède une énergie cinétique comparable à celle d'une voiture lancée à 130 km/h.
Pour toutes ces raisons, une coordination plus efficace du trafic spatial est une nécessité. Nécessité qui a d'ailleurs été qualifiée en 2023 par l'Organisation des Nations Unies comme l'un des défis majeurs pour l'humanité tout entière. Ainsi que l'ont souligné les représentants auditionnés du Centre national d'études spatiales, le CNES, la gestion du trafic spatial repose sur deux grands piliers. Elle dépend d'une part de l'adoption d'un socle de règles communes, un aspect réglementaire donc, et d'autre part d'une plus grande coordination entre les acteurs, un aspect opérationnel. Sur le plan réglementaire, la future loi européenne sur l'espace dont la présentation est espérée sous la présidence belge du Conseil au premier semestre 2024 devrait promouvoir un socle normatif répondant aux enjeux de sécurité et de durabilité. L'industrie spatiale européenne est demandeuse d'une telle régulation pour des questions de compétitivité. En effet, les fournisseurs de services spatiaux menant leur opération depuis le port spatial européen de Kourou doivent se conformer au régime d'autorisation administrative prévu par la loi française de 2008 sur les opérations spatiales, dit la LOS. C'est pourquoi les opérateurs européens doivent bien souvent tenir compte de l'impact de leur lancement sur la production de débris spatiaux et la densité du trafic spatial, contrairement à leurs concurrents issus de pays tiers, qui choisissent plus volontiers d'autres sites de lancement. Il importe, comme le relève la PPRE, que ces mesures soient réciproques, tant dans une logique de durabilité que de compétitivité pour l'industrie européenne. Le représentant de la Direction générale des entreprises, la DGE, que j'ai auditionné, suggère ainsi la généralisation à l'échelle européenne d'un mécanisme de certification imposant le respect d'exigences techniques et de standards sur le modèle des procédures d'autorisation prévues par la LOS, loi française. La future législation européenne sur l'espace s'imposera donc à tous, les fournisseurs de services spatiaux opérant dans l'Union européenne, y compris ceux issus de pays tiers. Par ailleurs, des incitations devraient également être prévues pour inciter au développement des technologies innovantes d'évitement des collisions et de retrait actif des débris. Un label espace sûr pourrait être attribué aux entreprises et opérateurs respectant les critères de sûreté et viabilité des opérations spatiales. Cet alliage de mesures contraignantes et incitatives a suscité une large adhésion des interlocuteurs auditionnés pour ce rapport. Sur le plan opérationnel, deuxième pilier donc, afin de renforcer la coordination entre les acteurs, le renforcement des capacités européennes de surveillance et de suivi de l'espace SST est un prérequis. Le programme EU-SST, renforcé par le règlement sur l'espace adopté en avril 2021, réunit désormais 15 États membres, additionnant leurs moyens. Néanmoins, la capacité européenne de surveillance est estimée à seulement 5% de celle des États-Unis. La quasi-totalité des pays européens ont donc signé des accords bilatéraux pour avoir accès au catalogue américain répertoriant les objets spatiaux. Cette situation de dépendance n'est pas satisfaisante pour l'Union. La future loi européenne sur l'espace doit contribuer à la réduction des dépendances technologiques. EUSST pourrait ainsi jouer un rôle en tant qu'investisseur public sur les capteurs commerciaux innovants et mobiliser le levier de la commande publique afin de renforcer les capacités européennes pour contribuer, in fine, à l'autonomie stratégique européenne. Enfin, le cadre fixé à l'échelle européenne pourra servir de base pour des négociations à l'échelle internationale. L'adoption d'un modèle européen pour la gestion du trafic spatial, selon une démarche proactive, servirait de base de négociation pour parvenir à terme à un accord de niveau international. Pour fonder cette crédibilité, cette PPRE demande également à ce que l'Union européenne accepte les droits et obligations découlant des principaux traités et conventions des Nations Unies sur l'espace extra-atmosphérique. Voici en résumé le sens de la PPRE soumise à discussion, qui s'inscrit dans la logique d'une résolution adoptée il y a déjà plus d'1 an par les eurodéputés, qui appelait à l'époque à la présentation d'une proposition de législation européenne avant 2024. Mes chers collègues, je conclurai en précisant que la discussion sur cette PPRE a une vertu, celle que le Parlement se saisisse d'un sujet souvent trop peu débattu, je parle du spatial, alors qu'il revêt pourtant des enjeux très concrets pour nos citoyens et stratégiques pour la France et l'Europe. Il nous revient ainsi d'envoyer un signal clair aux législateurs européens au travers de la PPRE discutée aujourd'hui. Aussi, je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ce texte, notamment à travers vos différents amendements que j'ai lus avec attention et auxquels je m'attacherai à vous répondre sur le fond. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous en venons maintenant aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et David Amiel pour 3 minutes.
Merci, Monsieur le Président, et je voudrais commencer par saluer l'excellente qualité des travaux de notre collègue Cécile Rilhac, qui nous éclaire et appelle notre attention sur ce sujet spatial qui est effectivement, comme vous l'avez rappelé, trop peu débattu dans nos assemblées et dans notre débat public. Je crois qu'il faut être clair. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un véritable réveil de l'Europe sur la question spatiale. On a des atouts industriels remarquables, qui ont été d'ailleurs aussi le fruit de la coopération européenne, mais nous avons raté au plan européen trop de virages stratégiques ces 10 dernières années. On a des défaillances manifestes sur les lanceurs et on a des inquiétudes évidemment très importantes sur les vaisseaux cargo ou le déploiement des constellations. Et donc il est urgent de se ressaisir. L'Union européenne doit agir en quelque sorte dans l'espace et pour l'espace. L'Union européenne doit agir dans l'espace pour assurer sa souveraineté sur Terre. Vous l'avez rappelé, Cécile Rilhac, à la fois dans votre présentation et dans votre proposition de résolution. C'est le cas pour la souveraineté économique, alors que 10% de l'économie européenne repose sur des infrastructures spatiales. C'est évidemment le cas en matière stratégique et de défense, avec notamment l'importance cruciale en matière d'information et de télécommunication. Mais agir pour l'espace, c'est aussi préserver notre bien commun. L'encombrement de l'espace, notamment en orbite basse, avec les inquiétudes qu'on peut avoir sur la multiplication des constellations à ce niveau-là, pose des problèmes d'accès à l'espace et nécessite une régulation beaucoup plus forte. Et l'Europe doit porter cette voie aussi du multilatéralisme et de la préservation des biens communs. Alors la France s'est mise en ordre de bataille. Lors du sommet de Séville le mois dernier, nous avons obtenu des résultats importants pour la pérennité d'Ariane 6. Le président de la République est revenu lundi à la fois sur l'accompagnement apporté par France 2030, sur les 4 projets de constellation, mais aussi sur les 8 projets pour 6 micro-lanceurs, avec la volonté d'ailleurs d'en avoir un opérationnel dès 2026. Mais pour obtenir des résultats nets, il faudra aller plus loin que ces initiatives françaises et que ces récentes avancées européennes. Et la compétition entre les pays européens, que certains de nos partenaires défendent particulièrement, ne doit pas nous fragiliser collectivement par rapport aux autres puissances. D'ailleurs, le président de la Commission l'a rappelé dans son propos introductif, qui se lancent à leur tour dans cette course spatiale. Et donc, on est dans un cadre où on voit bien que sur un certain nombre de marchés, on a des économies d'échelle importantes. Certaines des puissances extra-européennes ont des marchés domestiques profonds, avec donc des capacités d'investissement extrêmement importantes. Il n'y aura pas de place pour beaucoup d'acteurs. On sait que la consolidation est déjà en cours. Je pense en particulier au secteur des mini-lanceurs. Il nous faut donc impérativement nous doter de règles et de stratégies communes, tant en matière de réglementation que d'investissement. C'est le sens de cette résolution appelant à l'adoption d'une loi européenne sur l'espace, et c'est la raison pour laquelle nous la soutiendrons. Merci beaucoup. La parole est à Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement National et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, du rapport que vous nous présentez, parce que cette proposition de résolution européenne souligne à juste titre qu'au cours de la dernière décennie, l'accès démocratisé aux technologies de pointe a entraîné une croissance exponentielle des activités spatiales, avec une augmentation significative des lancements orbitaux et des satellites en orbite. Ces activités spatiales, vitales pour les services civils comme militaires, ont pour conséquence d'être devenues une partie intégrante de l'économie européenne, où la France tient, on le sait, une place toute particulière. Le texte souligne la nécessité d'une réglementation unifiée pour le spatial au sein de l'Union européenne. En ce sens, l'Union a récemment renforcé sa politique spatiale, notamment avec l'adoption du règlement 2021-696, fixant les objectifs pour soutenir les priorités politiques de l'Union européenne et renforcer son rôle dans l'industrie spatiale mondiale. Si ces orientations ont pour but d'encourager l'innovation, il demeure que dans ce domaine, l'Union européenne s'écarte de plus en plus du chemin de la coopération, qui a permis le succès d'Airbus, Ariane et de bien d'autres clusters aéronautiques ou spatiaux d'excellence, pour le livrer au secteur de la concurrence internationale. Au Rassemblement national, nous considérons que cela est inquiétant. Nous avons d'ailleurs déposé des amendements pour le rappeler, et qu'une loi spatiale européenne qui irait dans ce sens ne serait pas sécurisante pour nos industriels. Enfin, face à l'augmentation du nombre de satellites et de débris en orbite, face à la problématique du partage de l'espace et de ses ressources, face à l'émergence et à la concurrence des autres puissances spatiales, nous insistons pour qu'une diplomatie réaliste, pragmatique et collective, articulée au niveau des États membres et non de la Commission, puisse voir le jour. Nous répétons ici que nous préférons 100 fois la coopération
à des dispositifs uniques pilotés par la Commission. Mais ça, vous le savez déjà. Merci, madame. Merci, chers collègues. La parole est à Bastien Lachaud pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. La France est une grande nation spatiale. Nous avons des outils magnifiques, une base technologique et industrielle solide, ainsi que des ingénieurs, techniciens, ouvriers, femmes et hommes remarquables. Le lanceur européen Ariane a permis, par exemple, le lancement avec une précision extraordinaire du télescope James Webb. Malgré cela, les débats sur la politique spatiale sont rares et je remercie Madame la rapporteure de son initiative. Ce texte a pour grand mérite de permettre un débat parlementaire sur la politique spatiale européenne en appelant à agir pour la régulation du trafic spatial. C'est indispensable. Il le fait à l'échelle européenne, ce peut être pertinent. Mais dans ce cas, comment saluer la politique spatiale européenne et passer sous silence les difficultés auxquelles elle fait face aujourd'hui ? Car nous sommes en train de passer d'un modèle de coopération à un modèle de concurrence entre les pays européens. Notre nation doit avoir une politique spatiale cohérente et ambitieuse. Malheureusement, le président Macron a tardé à prendre au sérieux les signaux pourtant clairs en provenance de l'Allemagne ou de l'Italie qui cherchent à s'imposer. Mais les réponses qu'il apporte ne sont ni à la hauteur, ni ne tiennent compte des particularités du secteur spatial. La stratégie française ne peut pas être une pure logique de marché concurrentiel pour des start-up. Le spatial échappe à cette logique. Il nécessite des investissements forts pour une rentabilité qui n'est pas garantie, en tout cas pas à court terme. La logique de marché conduit à un saupoudrage incohérent de l'argent public qui ne nous permettra pas d'imposer l'industrie française face à ses compétiteurs. France 2030 n'est pas la réponse appropriée pour l'industrie spatiale. S'en contenter est un leurre qui nous conduit au désastre. Il nous faut une véritable stratégie spatiale française. Il faut sortir l'espace de la logique du marché. Il faut une planification sur le temps long pour nous doter des outils dont nous avons besoin. C'est cette méthode qui a permis à la France et à l'Europe d'être un acteur spatial de premier rang en dépensant 20 fois moins d'argent que les États-Unis. L'espace a des usages commerciaux et des services que nous utilisons quotidiennement. Oui. Mais l'espace est aussi un outil au service de notre défense dans lequel nous devons rester souverains. L'espace est aussi un terrain de la recherche scientifique indispensable pour la compréhension du climat et de ses bouleversements. Nous avons besoin de ces données plus que jamais pour servir le bien commun de l'humanité. Ces enjeux sont prioritaires et aucun marché commercial ne permettra d'y répondre. Aussi, nous faut-il aborder la question d'une réglementation spatiale européenne sans naïveté et en défendant les intérêts de notre nation. Avec la France insoumise, nous refusons l'appropriation marchande de l'espace comme de la Lune, comme certaines nations aujourd'hui l'envisagent. Nous voulons au contraire promouvoir la coopération dont l'ESA est un modèle depuis 50 ans. Nous appelons la diplomatie française à prendre des initiatives pour préserver l'espace tant des logiques guerrières que commerciales. L'espace est un bien commun à toute l'humanité. Il doit être un exemple de coopération pacifique. Merci, chers collègues. Nous allons finir avec les orateurs de groupe. Il y a 2 demandes de prise de parole. En plus, je vous propose de les prendre tout de suite, en commençant par Nicole Lepay pour le groupe Renaissance pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, nous ne pouvons que nous réjouir et approuver cette proposition de résolution. C'est un sujet d'ailleurs que nous avons abordé avec les commissaires aux affaires étrangères de nombreuses fois lors de la 15e législature, notamment en janvier 2019 lors d'une table ronde sur l'espace et ses enjeux scientifiques, stratégiques, industriels et environnementaux. Nos invités, dont le général Friedling et le spationaute Thomas Pesquet, militaient déjà pour une future loi européenne sur l'espace. Le New Space est bien une réalité. Le temps où l'accès à l'espace était réservé aux grandes nations spatiales est derrière nous. De nombreux entrepreneurs se lancent depuis quelques années à l'assaut de l'espace. Il est indispensable, et vous le rappelez dans votre rapport, chers collègues, que cette future loi s'applique aux fournisseurs issus de pays tiers opérant en Europe. Ils échappent trop souvent aux règles nationales visant, entre autres, à prévenir la formation des débris spatiaux. Pensez-vous que la Commission puisse aller dans ce sens et à quelle échéance pourrait-elle présenter une proposition législative ? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Charles Sisson-Stuhl pour le groupe Renaissance et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, à l'occasion de cette discussion sur la politique spatiale européenne, je souhaitais mettre en avant l'accord tripartite important quand même qui est survenu il y a quelques semaines entre la France, l'Allemagne et l'Italie sur le futur des lanceurs européens et plus largement sur le futur de la politique spatiale européenne. Quand même dire, parce que c'est extrêmement important, que la France a été vraiment à l'initiative et à la manœuvre
de la conclusion de cet accord par l'entremise notamment du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, qui est en charge de la politique spatiale et qui a permis de réaffirmer la volonté française que l'Europe soit une puissance spatiale au XXIe siècle. C'est une victoire de la diplomatie française. Cet accord intervient dans un contexte qui est difficile. Nous connaissons tous les retards sur Ariane 6, les difficultés sur Vega et la guerre en Ukraine qui a aussi bloqué de nombreux Soyouz tirés depuis Kourou et la concurrence américaine que nous voyons dans les actualités. Cet accord, il est majeur, il est peut-être même historique parce que nos trois pays, la France, l'Allemagne et l'Italie, ont confirmé leur détermination à garantir l'accès autonome de l'Europe à l'espace, que le financement d'Ariane 6 au-delà de 2026 est assuré, qu'il y aura 4 lancements institutionnels par an d'Ariane 6 au-delà des lancements qui sont déjà prévus, et le lancement d'une compétition pour développer de nouveaux lanceurs innovants et compétitifs. Les États européens sont donc mis d'accord pour garantir le futur de l'Europe de l'espace, et je crois qu'on peut être vraiment fier que la France ait été à l'initiative. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, Madame la députée vous propose de répondre. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, donc, merci, Monsieur Amiel, pour vos propos. Simplement, vous abordez la question de Séville, et ça va me permettre également de répondre à notre dernier interlocuteur, Monsieur Sistensoul. Oui, ce qui s'est passé à Séville est fondamental. Je reviendrai sur ces accords qui ne sont pas simplement tripartites, puisque c'est bien au niveau de l'ESA que cela s'est joué. Donc ça va au-delà de la Commission des affaires européennes. Et ce qui est très important de dire, c'est la pérennité qui a été donnée à notre souveraineté d'accès à l'espace par Ariane 6. Mais derrière, on peut déplorer les conséquences qui sont d'ouvrir une compétition qui n'existait pas jusqu'à présent, et qui fait qu'aujourd'hui, justement, au sein même de l'Europe, il va falloir se travailler différemment. L'ESA va devoir travailler différemment, et la Commission européenne, au travers de l'ESPA, va aussi devoir donc travailler différemment, puisque nous passons de coopération à un système, en effet, de compétition. Ça me paraissait important de le rappeler. Monsieur Hamel, vous avez parlé des cargos. Ça, en effet, nous y sommes. Il faut, en effet, le signaler que c'est une extrême avancée. Ça va être donc financé par l'ESA, et que c'est la France et l'Allemagne qui sont à la pointe dans cette technologie. Et donc, pour l'Europe, c'est un vrai pas sur le vol habité, qui est l'une des briques technologiques qui nous manque. Madame Mélin, je voudrais... merci pour vos propos. Vous parlez beaucoup d'encourager l'innovation et la coopération, mais je voudrais vous rappeler que la France et la Commission européenne insistent pour renforcer la rigueur du filtrage des investissements directs à l'étranger, déjà. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Que le règlement de l'Union européenne, donc, qui a été le règlement, donc c'est le 2019-452 de 2019, établit un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union, crée un système complétant les efforts nationaux de filtrage dans les investissements pour examiner les risques découlant de projets d'investissement ciblant des secteurs stratégiques ou impliquant des investissements contrôlés par le gouvernement d'un pays tiers. Donc cette décision de filtrage revient in fine à l'État membre. Et il s'agit bien d'une prérogative nationale. Donc, je pense déjà pouvoir vous rassurer sur ce point de vue-là. Ensuite, à partir de 2018, plusieurs décrets ont successivement étendu la liste des activités concernées par le contrôle des investissements, et la loi Pacte a renforcé les pouvoirs d'injonction et de sanction du gouvernement. Depuis 2020, le seuil de déclenchement du contrôle des IEF provenant des pays hors de l'Union européenne a abaissé de 25 à 10% les droits de vote. Donc, il me semble que vous pouvez quand même être rassuré par rapport à cela. Et je pense qu'on approfondira les réponses par rapport à vos amendements. Monsieur Lachaud, merci pour vos propos. Je ne vais pas revenir sur Séville. Mais on pourrait, mais je pense que là aussi, dans les amendements que vous avez, les nombreux amendements que vous avez portés, mais ça montre
l'intérêt que vous portez au sujet vont nous donner l'occasion d'en discuter. Je voudrais simplement revenir sur France 2030. Il est clair, et ce n'a jamais été dit, que France 2030 était l'alpha et l'oméga justement pour le développement spatial. C'est une politique publique que la France a mis en œuvre. D'un côté, pour que l'industrie et la recherche française puissent bénéficier d'un financement propre. Et c'est vrai que là-dessus, on a fait un pas de côté par rapport à l'ESA, parce que la France a pris une décision, en effet, d'investir elle-même pour son tissu industriel et sa recherche. C'est un fait. Il faut rappeler également que, quand même, la France fait partie des premiers contributeurs des programmes de l'ESA. Donc, et ça, nous n'avons jamais dérogé à cela. Enfin, la commande publique, ça on en a déjà discuté dans l'hémicycle sur différents projets, et vous savez auxquels j'y suis également attachée. Il est clair que sur le sujet du spatial, la commande publique est inévitable. Maintenant, les usages commerciaux aujourd'hui appellent de toute manière à une économie de marché. Et ça, ce n'est pas la France toute seule qui peut le piloter, puisque nous parlons là d'une dimension internationale. Donc il va bien falloir arriver à un moment que nous aussi, on se positionne sur l'échiquier commercial lié aux activités spatiales. Et ensuite, il y a les activités de défense. Et là, autant le dire tout de suite par rapport à la proposition de résolution européenne, il est clair que la proposition de résolution européenne ne peut s'appuyer que sur ce qui est lié à l'économie de marché. Puisque là, je m'adresse aux membres de la Commission des affaires européennes, vous le savez mieux que moi, qu'au niveau européen, les objets de défense, ce sont les États membres et ce sont des enjeux souverains. Donc, il faut bien que l'on travaille au niveau de la PPRE uniquement sur le volet du marché intérieur. Ça fait partie des alliances, des accords européens entre États membres. Monsieur Lachaud, vous me permettez de dire quelque chose aussi de très important, parce que je pense que ce sont des choses que nous partageons. Traiter du sujet de l'espace, ce n'est pas traiter sur un pilier. Il n'y a pas que les affaires économiques. Comme j'aime à donner, pour le spatial, en fait, c'est un joli petit tripode aujourd'hui. Donc tripode, nous avons les affaires économiques, nous avons l'économie, la DGE, nous avons bien évidemment le civil, le militaire et la DGA, et nous avons la recherche, qui est un pilier fondamental. Ça, c'est le tripode de base. Aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me trouve face à vous aujourd'hui, je peux même dire que ce petit animal est en train de passer au quadrupède. Parce que les affaires étrangères deviennent en effet un autre pilier incontournable. Affaires étrangères, vous en avez parlé, Madame Mélin, sur la dimension internationale. Elle est aujourd'hui indéniable. La diplomatie spatiale fait partie d'une diplomatie scientifique. Et là, je vous rejoins, Monsieur Lachaud. J'espère que c'est une diplomatie de paix. Donc, voilà, nous avons véritablement, je pense à mon sens aujourd'hui, non pas un tripode, mais véritablement un quadrupède qui est en construction. Madame Lepay, pour répondre à votre question, je l'ai un petit peu abordé dans mes propos liminaires, mais c'était un souhait de la Commission des affaires européennes qu'il y ait un texte qui sorte l'année prochaine, donc en 2024, sous la présidence belge. C'est aussi, je vous avoue, l'une des raisons pour lesquelles je suis là devant vous, c'est de porter un petit peu la parole de la France pour pousser justement et dire qu'en effet, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à attendre éternellement une législation et que la France et l'Europe doivent être les moteurs justement d'une réglementation de cette espèce de Far West qui est au-dessus de nos têtes et qu'il est en effet grand temps que nous nous en préoccupions. Donc comme vous, je le souhaite, je l'appelle de mes voeux, et c'est ce qui a été normalement acté sous la présidence belge. Et les Belges là-dessus sont aussi l'un des pays européens, on va dire, qui sont également moteurs sur les sujets spatiaux. Donc j'espère bien que nous pourrons aboutir à quelque chose, à une réponse d'ici le premier semestre 2024. Je pense, Monsieur le Président, avoir répondu à toutes les questions. Merci beaucoup pour cela. Je vous propose que l'on aborde maintenant l'examen de la PPRE et des amendements, en commençant par l'examen des amendements 2 et 3 qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune, si vous en êtes d'accord, d'une présentation commune, Monsieur Lachaud. Merci, Monsieur le Président. Bon, on va présenter de manière commune, mais ce sont deux sujets différents. Mais
Oui, les amendements 2 et 3 visent justement dans les visas à intégrer les références au traité de l'espace de 1967 que la France a signé et ratifié et qui vise la démilitarisation et le fait de faire de l'espace un bien commun, qui est quasiment le seul texte international qui traite de l'espace. L'amendement 3 vise, lui, à faire référence à l'accord de 1976, dit traité de la Lune, que la France a signé mais pas ratifié, et qui, justement, se prononce sur l'exploitation des ressources. Je pense que ce traité est un traité qui devrait être revivifié. Et un amendement ultérieur nous permettra d'y revenir parce que je pense que la France devrait aujourd'hui ratifier ce traité pour avancer dans la bonne direction. Merci beaucoup. Votre avis sur ces deux amendements? Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais peut-être développer la question et y répondre après au niveau des amendements. Le traité de l'espace, bien qu'il ne mentionne pas l'obligation relative à la fin de la vie des objets spatiaux, constitue en effet le principal instrument du droit spatial international signé et utilisé par la quasi-totalité des membres de l'ONU. Donc il peut paraître en effet pertinent de le mentionner dans les visas. Donc vous comprendrez que je donne donc un avis favorable à l'amendement numéro 2. Concernant votre amendement numéro 3, qui traite d'un accord qui régit les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, qui est, on peut le dire, un prolongement du traité de 67. Il ne m'apparaît pas nécessaire de venir ajouter cet accord à la liste des visas, dans la mesure où il y a également d'autres accords et conventions que nous ne citons pas, et sinon la liste, je dirais, elle serait presque pléthorique dans ces cas-là. Je propose donc de rester uniquement sur l'ajout du traité de 67, et qui a une portée symbolique, donc importante, et qui couvre en fait les accords de, non pas 76, mais normalement 79. Il faudra vérifier les dates, mais pour moi c'est 79 les accords auxquels... Voilà, on est d'accord, on parle bien de la même chose. Donc à mon sens, les accords de 67 couvrent, englobent ceux de 79. Donc, avis favorable à l'amendement numéro 2 et retrait ou avis défavorable à l'amendement numéro 3. Je reviendrai peut-être ultérieurement sur les accords Artemis. Monsieur Lachaud. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour cette réponse. Merci pour l'avis favorable sur l'amendement numéro 2. Nous le prenons. Mais sur l'amendement numéro 3 et sur le traité de la Lune, je pense qu'il y a là un désaccord plus profond entre nous que celui que vous avez abordé, qui est celui de l'exploitation ou non des ressources extra-atmosphériques. À partir du moment où l'on considère, comme le dit le traité de 67, que l'espace est un bien commun, il devient compliqué de refuser les préconisations du traité sur la Lune, qui est de dire qu'il est impossible pour aucune nation de s'approprier les ressources. Or, dans la suite de votre proposition de résolution, on voit bien que cette question de l'appropriation, de l'exploitation des ressources extra-atmosphériques est un sujet. C'est un sujet parce que le Luxembourg l'autorise dans sa législation. C'est un sujet parce que les États-Unis, par le biais des accords Artemis, avancent dessus. C'est un sujet parce que les Chinois avancent dessus. Et donc là, nous avons un choix philosophique à faire. Est-ce que nous considérons que l'espace, comme les pôles, est une res nullium, c'est-à-dire n'appartient à personne et donc ne peut pas être exploité? Et dans ces cas-là, nous faisons la référence au traité sur la Lune, ou alors nous considérons que l'espace peut être exploité et que nous allons continuer à exporter les dégradations que nous faisons sur l'environnement de notre planète en dehors de l'atmosphère. Il y a donc pour moi là une divergence de vue. Si vous ne donnez pas d'accord favorable sur l'amendement numéro 3, je pense que je vois quelle est la position que vous allez défendre par la suite, et je pense que nous aurons le débat ultérieurement. Merci beaucoup. Vous voulez réagir? Je préfère réagir maintenant, mais comme ça permettra peut-être d'aller plus rapidement sur les autres. Mais en effet, pour répondre sur le fond à la question des accords Artemis, puisque c'est de cela dont nous parlons, à mon sens, c'est justement parce que c'est l'Union européenne et les pays européens qui ne se sont pas saisis de cette question que nous avons laissé les États-Unis proposer une première version. Version qui, en réalité, est très éloignée de l'image que vous lui donnez, à mon sens, dans cet amendement.
Cet accord affirme que les activités de coopération dans le cadre donc des accords Artemis doivent être exclusivement réalisées à des fins pacifiques et conformes au droit international applicable. Ces accords confirment un engagement à la transparence et au partage des informations scientifiques. Ces accords appellent à un engagement à déployer tous les efforts raisonnables pour apporter l'aisance nécessaire au personnel en détresse dans l'espace extra-atmosphérique, et les signataires s'engagent à respecter le principe du libre accès à toutes les zones des corps célestes par des tiers et à toutes les autres dispositions du traité de l'espace extra-atmosphérique. On ne parle pas donc d'exploitation, on parle bien simplement d'avoir un libre accès à toutes les zones, et ensuite de ne pas, et là c'est très important, de ne pas s'approprier ces zones-là. Et on en reste là. Donc aujourd'hui, il ne semble pas nécessaire, en tout cas dans cette PPRE, d'avancer, de préfigurer des choses qui n'existent pas encore. Mais on en débattra, on en effet peut-être encore. Merci beaucoup. Je mets aux voix ces deux amendements qui ont reçu pour le numéro 2 un avis favorable et pour le numéro 3 un avis défavorable. Je mets aux voix le numéro 2 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Numéro 3 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Nous revenons à l'amendement numéro 4, Monsieur Lachaud. Oui, merci Monsieur le Président. L'idée de cet amendement est de rajouter un considérant pour rappeler le rôle historique essentiel de la France dans la mise en place d'une politique spatiale européenne par sa maîtrise des technologies. Et il s'agit donc là, en effet, de rappeler l'apport historique de notre nation, sans qui l'Europe spatiale n'existerait pas aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. L'un des objectifs de cette PPRE, mais aussi l'un de mes engagements personnels, qui est de promouvoir une plus grande coopération entre les pays européens, je crois que vous aussi, vous partagez cette conviction. Si la France joue historiquement un rôle majeur et moteur dans la construction européenne spatiale, nous sommes aujourd'hui collectivement engagés pour des objectifs et des valeurs communes. Aussi, il ne m'apparaît pas nécessaire d'ajouter cet alinéa qui, je crois, ne ferait que renforcer les tensions déjà existantes entre nos pays. Par ailleurs, si la France reste effectivement la première puissance spatiale européenne, nous ne pouvons négliger le rôle important, particulièrement de l'Allemagne, de l'Italie, dont la maîtrise des technologies de production des lanceurs et d'exploitation de satellites n'est plus à démontrer. Et je rajouterai à cette liste l'Espagne. Les projets spatiaux déployés à l'échelle de l'Europe sont le fruit de la coopération entre plusieurs pays. Soyons-en fiers et ne cédons pas aux replis nationaux. Donc pour cela, je donne un avis défavorable. Merci, collègue Lachaud. Non, Citizen Sur, Charles. Oui, moi je partage l'avis de la rapporteure. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler cela. Et par ailleurs, le débat sur l'histoire spatiale européenne, en réalité, nous obligerait à mentionner l'apport majeur des scientifiques allemands. Et je ne suis pas sûr que nous ayons envie d'ouvrir ce genre de débat. Voilà. Merci, Monsieur Lachaud. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, si vous allez dans le quartier général de l'agence spatiale allemande, le premier modèle de fusée qui est exposé, c'est un V2. Donc je pense que les Allemands n'ont pas de problème avec cette partie de leur histoire. Pour répondre à la rapporteure, je pense que justement, aujourd'hui, aujourd'hui, on le voit, il y a des tensions entre les nations. Je pense qu'elles n'ont pas forcément besoin de nous pour être avivées. Par contre, je pense que rappeler le poids, l'importance de la France peut aussi, et d'ailleurs je pense que le président, dans son discours, l'a un petit peu fait également, permet de aussi remettre la mairie au milieu du village et de rappeler aux nations européennes qui voudraient nous tailler des croupières dans le domaine spatial que nous avons de l'expérience, que nous sommes une nation puissante dans ce domaine-là et qu'elle ferait mieux de coopérer plutôt que de se livrer à cette compétition stérile. Merci beaucoup, Madame Mélin. Oui, nous soutiendrons cet amendement. Oui, Monsieur Lachaud, et en vous en remerciant. Évidemment. Parce que, madame, faire référence à la grande épopée spatiale et la grande série des fusées Ariane
n'est pas de faire cocorico et de venir dire aux autres mais vous avez été en retard, il aurait fallu être meilleur que ça. Pas du tout. C'est une, comment dirais-je, c'est la façon de porter ce que nous envisageons, nous, une coopération de qualité. C'est allons tous ensemble dans le même sens, toutes ces coopérations qui seraient libérées d'un outil supranational, selon nous, qui fasse qu'il y ait une émulation. Monsieur, tout à l'heure, parlait d'un certain passé qui n'est pas très agréable à rappeler. Ben, je crois qu'à ce moment-là, on y met aussi les Américains qui ont accueilli tous les savants de l'époque. Donc, je crois qu'il y a un moment donné, c'est vrai, il faut dans ce cas-là cesser d'être embarqué dans des vieilles histoires et ne garder de l'histoire que ce qui est valorisant et qui permet des réelles coopérations. Et c'est pour ça que venir parler de repli sur soi, alors qu'il s'agit simplement de dire « venez, on va tous bosser ensemble et nous arriverons tous à un très bon résultat », comme on l'a vu avec Airbus et autres, ça me semble le côté, au contraire, très cordial et coopérant de tout le monde. C'est une dernière prise de parole de Madame Le Grip, et après on avance. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement revenir sur le cadre précis dans lequel se situent nos échanges de cet après-midi. Nous sommes en Commission des Affaires européennes et nous travaillons ensemble à écrire une proposition de résolution européenne portant sur le futur acte législatif européen que nous appelons de nos voeux. Et donc, nous sommes sur un objet bien particulier. Les considérations auxquelles vous faites référence, les uns et les autres, LFI et Rassemblement national, sont à certains égards respectables, mais s'insèrent dans un débat politique que nous ne manquerons pas d'avoir, par exemple, à la faveur de la prochaine campagne électorale européenne ou à la faveur d'expressions que nous pourrions avoir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à telle ou telle occasion, et par exemple, nous l'espérons, lors du débat sur cette proposition de résolution européenne. Donc je pense que je suis du même avis que la rapporteure, il faut qu'on reste sur un objet européen. Merci beaucoup. Je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 5. Monsieur Picmal. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, cet amendement, il vise à intégrer à la liste des considérants le rôle de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, comme modèle de coopération internationale depuis sa création en 1975. En effet, nous avons bien noté que la mention de l'ESA était quasiment absente de cette résolution et on trouve ça très dommageable étant donné le rôle qu'elle a eu et qu'elle a encore. Merci, Madame la rapporteure. Comme vous le savez, l'ESA est une organisation intergouvernementale entièrement indépendante, bien qu'elle entretienne des relations étroites avec l'Union européenne en vertu d'un accord-cadre conclu entre les deux organisations. Aussi, ce texte étant à destination de la Commission européenne au sujet d'une loi qui relève uniquement de l'Union, l'ESA n'ayant aucune compétence politique, législative ou réglementaire, je ne pense pas qu'il soit ici nécessaire d'ajouter cet alinéa à ce texte. Si je partage entièrement le fond, Monsieur Picmal, de cet amendement, j'ai notamment eu l'occasion de le rappeler au directeur général de l'ESA, Monsieur Joseph Aschbacher, il ne me semble pas en lien avec l'objet de cette PPRE. C'est donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Merci, Monsieur Lachaud. Oui, merci Madame la rapporteure pour votre accord sur cet amendement, ou sur le fond en tout cas. Je ne partage pas votre lecture de ce qui relève du cadre de cette PPRE ou pas. Tout simplement parce que, vous l'avez dit, nous nous adressons à la Commission de l'Union européenne. Et le problème de cette commission, c'est qu'elle a bien souvent tendance à construire ses projets et son programme spatial en compétition avec l'ESA plutôt qu'en coopération avec l'ESA. Et je pense que rappeler l'attachement de l'Assemblée nationale française au rôle de l'ESA est aussi un message qu'on envoie aux institutions européennes pour leur dire « oui, d'accord, nous pouvons avancer dans un programme spatial européen, mais nous sommes attachés à l'ESA et nous vous le rappelons ». C'est un acte politique que nous faisons là et je rejoins Madame Le Grip. Nous rédigeons ensemble une PPRE pour les institutions européennes. Donc, quel est le message que la France veut envoyer à la Commission? Oui ou non, sommes-nous attachés à l'ESA? Pouvons-nous imaginer un texte sur le spatial européen sans qu'une seule fois le mot ESA ne soit intégré dedans? Je pense que ce serait une erreur stratégique
que de ne pas parler de l'ESA dans cette résolution, justement parce que nous nous adressons à l'Union qui a bien souvent trop tendance à vouloir remplacer l'ESA plutôt que coopérer avec. Merci beaucoup. Je mets aux voix cet amendement numéro 5 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Il est rejeté. Il faut lever la main. Je remets... Ah, c'est très bien. Alors attendez, je refais le vote parce que c'était pas clair. Non, c'est juste pour bien le comptabiliser. Je remets aux voix ça qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement numéro 17. Oui, pas de souci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, cet amendement, il souhaite réaffirmer un principe fort selon lequel l'espace ne peut être considéré comme un énième secteur marchand au profit d'acteurs privés. La rentabilité du spatial, en plus de ne pas être souhaitable, n'existe tout simplement pas en l'état actuel. Et il ne faut pas que des logiques mercantiles comme elles commencent à exister prospèrent avec toutes les dérives qu'il y a. Par conséquent, notre amendement dit que seuls les acteurs étatiques ont des capacités de financement et de planification solides et peuvent sérieusement répondre aux enjeux spatiaux, notamment en matière de défense, de recherche fondamentale et aussi face au combat du siècle, c'est-à-dire la lutte contre le dérèglement climatique. Merci. Merci, Monsieur Pic. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Par définition, l'espace n'est pas un secteur comme les autres, pour les deux raisons que vous rappelez. L'espace est régi par des traités, notamment celui que nous avons ajouté au visa, qui affirme les spécificités uniques, au même titre que l'Antarctique ou la haute mer. Dans ce secteur, la puissance publique joue un rôle fondamental en finançant en grande partie les grands programmes et en fixant les grands caps. Sans les acteurs publics, nombre des projets n'auraient pas pu voir le jour. Toutefois, il ne faut pas négliger le secteur privé ni l'opposer au public. Particulièrement en France, nous nous appuyons historiquement sur des acteurs industriels privés pour développer et financer une partie de nos programmes. En grande partie, le spatial n'est aujourd'hui pas profitable. Certes, cependant, certains champs tels que les télécommunications et bientôt le secteur de la donnée sont rentables et sont assurés par des secteurs privés, que ce soit pour la construction des satellites ou leur exploitation. C'est en partie en désengageant des profits que nos acteurs privés sont en capacité de prendre des risques technologiques et financiers majeurs pour répondre à des programmes souverains. Si je prends l'exemple d'Iris-Air, la future constellation européenne de télécommunications, elle est le fruit d'un partenariat puissant entre nos industriels qui en financent la moitié et la Commission européenne et l'ESA. Aussi, si nous partageons sans doute cette volonté de préserver la spécificité de l'espace, cette rédaction me semble assez éloignée de l'enjeu de cette proposition de résolution. Je donnerai donc un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur Lachaud. Merci, Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure pour votre réponse sur le fond. J'entends ce que vous nous dites, mais il faut aussi qu'on se confronte à la réalité. Prenons France 2030. Aujourd'hui, les taux d'exécution de la plupart des programmes sont entre 25 et 30%. Sur la question du spatial, le taux d'exécution aussi entre 9 et 12% selon les sources. Comment cela se fait-il ? Parce que Bercy exige des taux de co-engagement privé-public qu'il est tout simplement impossible de réaliser dans le domaine spatial. Parce que dans le domaine spatial, il faut investir beaucoup et avec des taux de rentabilité très faibles quand il y a rentabilité. Donc nous sommes en train d'appliquer un modèle économique au spatial qui ne fonctionne pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport sur France 2030 qui montre bien que le domaine spatial est le seul dans lequel nous n'arrivons pas à dépenser l'argent qui est mis, et avec le risque que nous puissions perdre ces crédits. Il y a donc là la démonstration que ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme un système, on va dire, concurrentiel classique. Parce qu'il y a le domaine de la défense, vous l'avez dit Madame la rapporteure, le domaine de la recherche qui tire budgétairement l'espace, et on va dire que les services économiques sont un plus, mais on ne peut pas tenir que sur cela. Donc si on ne prend pas compte de cela, nous allons au désastre. Merci beaucoup, Monsieur Amiel.
Oui, merci Monsieur le Président. Non, je voudrais réagir à cet article, à cette proposition d'alinéa qui mêle des choses assez différentes. Que l'espace ne doive pas être abandonné à la prédation d'acteurs privés, nous le partageons entièrement. Que le modèle de l'économie spatiale implique une coopération forte entre l'investissement public, les programmes publics et des acteurs privés, nous le pensons également. Que ce soit un modèle spécifique, c'est l'évidence. En revanche, je pense que ce que cet alinéa ferait, c'est de négliger la part industrielle de l'aventure spatiale. Et c'est bien pour pouvoir répondre aux défis du New Space américain, non pas pour le répliquer, mais pour pouvoir répondre aux problèmes qu'il nous pose, que nous avons besoin d'une véritable politique industrielle pour mettre les acteurs privés, leur capacité d'innovation, d'investissement au service de l'intérêt général. Et c'est bien la démarche de France 2030. À cet égard, je pense qu'il serait un peu naïf de fermer les yeux sur cette dimension. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Simplement, Monsieur Lachaud, par rapport à ce sujet très économique, je réitère le fait que je pense que ça n'a pas lieu d'être dans la PPRE. Par contre, je vous invite la semaine prochaine à venir aux affaires économiques, écouter les conclusions du rapport que je vais rendre justement sur l'industrie spatiale européenne et son avenir. Et là, je pense qu'on pourra continuer les débats. Merci beaucoup. Je mets aux voix cet amendement, l'amendement numéro 17 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 22, Madame Mélin. Oui, cet amendement de bon sens rappelle que l'angélisme libéral n'a pas sa place dans la bataille pour l'espace. Et surtout dans des secteurs stratégiques et critiques, le principe de la concurrence étant bien souvent un cheval de Troie d'entreprises concurrentes qui conduisent à des opérations de guerre économique. Et je veux rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, Madame la rapporteure, être rassurée par vos propos, tels que dit, oui, pourquoi pas, sauf qu'on a déjà quand même des exemples tout à fait extraordinaires. Tout le monde s'était précipité pour dire que le projet Gaia-X, dans un autre domaine, était une merveille européenne. Et puis quand on a vu y apparaître des investisseurs chinois ou des entreprises qui étaient très liées à la CIA, tout le monde a un petit peu déchanté. De la même façon, si je suis bien informée, SpaceX aurait quand même été approché pour éventuellement être lanceur de nouveaux véhicules d'espace. Donc, il faut, je crois, véritablement noter que la concurrence, effectivement, ce n'est pas un secteur comme les autres et que la concurrence doit être tout à fait maîtrisée, sachant que, in fine, et on le sait, la position par rapport à l'Amérique, l'Europe par rapport à l'Amérique, c'est une chose, mais l'Amérique par rapport à nous, c'en est une autre, et que la notion d'extraterritorialité est omniprésente. Et à partir de là, on se retrouverait dans des situations où nous ne pourrions pas être maîtres, ne serait-ce qu'en Europe. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Votre amendement est en effet tellement de bon sens qu'en effet, il est satisfait, comme je vous l'ai dit en réponse aux propos liminaires, par rapport particulièrement à la Commission européenne et donc au traité qui gère les investissements directs étrangers. Mais pour revenir très précisément, aujourd'hui, en effet, nous subissons en France et en Europe une crise des lanceurs. Et pour pouvoir faire en sorte que certains de nos satellites puissent voler, et là c'est aussi une question de souveraineté, et je parle de Galiléo, oui, il va falloir que nos prochains satellites Galiléo soient lancés par certainement un Falcon. Et oui, en effet, l'opération cargo de l'année prochaine, si on veut respecter aussi les délais, parce que nous sommes aussi dans une course contre la montre par rapport à cela, oui, ça va également être lancé certainement par les Américains. Mais là-dessus, il n'y a aucun problème de risque de pillage technologique, comme vous le dites, parce qu'il y a quand même, heureusement, des accords bilatéraux et des accords aussi commerciaux et qui protègent certaines de nos technologies. Nous avons bien eu la confiance des Américains pour envoyer sur Ariane le James Webb, et cela n'a posé aucun problème dans ce sens-là. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Sisson-Stuhl pour le groupe Renaissance. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, pour être complet, Madame Mélin, on comprend que vous vous posez des questions, que vous avez une difficulté avec le fait que des technologies européennes puissent être lancées avec des lanceurs américains. Mais dans ce cas-là, il faut aussi le dire pour les lanceurs russes, parce que la vérité, c'est qu'on a dû utiliser des Soyouz, donc il faut juste être complet là-dessus. Après, moi, je partage l'avis de la rapporteure. Hein. Tout ça est bien bordé, et des lanceurs sont des lanceurs, c'est pas la technologie. Merci beaucoup. Je propose de mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 6.
Monsieur Lachaud. Oui, c'est un amendement qui vise à préciser à l'alinéa 24 les demandes en fait que l'on fait dans ce texte européen. La rapporteure avait choisi le même niveau d'exigence. Nous aurions souhaité préciser et les mêmes contraintes pour vraiment être au plus près et au plus sérieux pour vraiment réaffirmer que le texte européen doit préciser les contraintes des industriels ou des opérateurs qui vont procéder à ces lancements et vérifier que le cycle de vie, les capacités de destruction au retour, les capacités de désorbitation soient réellement contraignantes. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. La mention même niveau d'exigence fait écho au paragraphe précédent dans la PPRE, appelant à adopter des règles communes exigeantes, impliquant de facto les mêmes contraintes pour tous les acteurs. Aussi, les travaux menés par les organes de l'Union n'étant pas encore tranchés, il me semblait préférable de laisser le texte final décider des règles à adopter, bien qu'il ressorte des dernières consultations un double paquet de mesures contraignantes et incitative. Donc là, je m'en remets, je dirais, à la sagesse de la Commission des affaires européennes. Je pense que vous êtes plus à même que moi de pouvoir dire si aujourd'hui, vous voulez aller directement sur cette notion de contrainte ou si on garde aujourd'hui ce texte justement en attendant de savoir dans quelle direction va aller la Commission des affaires européennes. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je le mets aux voix. Amendement numéro 6 qui a reçu un avis de sagesse. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement numéro 19, Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement que je présente au nom du groupe Renaissance vise à ajouter dans l'alinéa 25, c'est-à-dire le point 3 de la PPRE, l'idée qu'il faille étoffer, travailler en tout cas à étoffer la base de données de l'Union de surveillance de l'espace et de suivi des objets en orbite. En effet, on a un vrai enjeu de souveraineté française et européenne en matière de capacité à identifier, à répertorier, à suivre les objets spatiaux. Cela est absolument indispensable pour assurer la sécurité de nos infrastructures spatiales, c'est assez évident. Et donc, les données sont un enjeu majeur. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, nos capacités d'identification et de travail de ces données sont inférieures à celles d'autres puissances spatiales, notamment à celles des États-Unis. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que nous écrivions, que nous rajoutions dans la proposition de résolution européenne que nous appelons à développer et à étoffer la base de données pour une bonne surveillance. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Étoffer la base de données de l'Union de surveillance de l'espace et de suivi des objets en orbite, EU-SST, constitue un objectif prioritaire, comme l'a relevé le représentant de la direction DEFIS de la Commission européenne auditionnée dans le cadre du rapport associé à la PPRE. Donc c'est un avis favorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Amendement numéro 7, Monsieur Lachaud. Monsieur Picmal. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, c'est un amendement qui propose de lister un certain nombre de mesures de régulation permettant d'avancer dans la protection des orbites et la préservation d'un accès souverain à l'espace extra-atmosphérique. Aussi, nous proposons que soit précisée l'obligation de désorbitation et de destruction des satellites, la gestion des fenêtres de lancement et du trafic extra-atmosphérique, ainsi que la rationalisation du lancement de vecteurs spatiaux. Cette proposition de résolution ne peut simplement faire l'objet de propos déclaratoires sans objectif politique et doit placer une position française dans le cadre des négociations pour la régulation du trafic dans l'espace extra-atmosphérique. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement apporte certes des précisions intéressantes, mais il a, à mon sens, deux défauts principaux. Il est trop prescriptif, ce qui peut donner l'impression qu'il dresse une liste limitative. La recherche sur la limitation et la réduction des débris recèle des technologies innovantes qui ne s'accommodent guère d'une approche
prescriptive. C'est pourquoi, dans le cadre des auditions, pour ce rapport, l'ESA recommandait d'identifier de grands objectifs plutôt que des solutions précises dans le cadre de notre résolution. Au demeurant, le Parlement européen a lui-même dressé une liste bien plus complète de technologies auxquelles nous faisons indirectement référence au travers des visas de cette PPRE. Le deuxième point, à mon sens, c'est qu'il risque de porter à confusion sur 2 titres. Premièrement, la formule appel est moins forte que la proposition initiale de plaide. Et deuxièmement, la notion de destruction des satellites que vous préconisez semble inappropriée puisqu'elle générerait elle-même de nombreux débris. Si l'on détruit, on construit des débris. Donc peut-être aurait-il fallu lui préférer la notion de désintégration. Donc demande de retrait par rapport à ce manque de précision, sinon avis défavorable. Merci, Monsieur Lachaud. Oui, merci, merci Madame la rapporteure. Bon. Sur l'amendement précédent, l'antépénultième, celui sur les mêmes contraintes, le fait que la Commission les rejetait laisse quand même entendre que nous ne souhaitons pas forcément aller trop loin dans justement la contrainte mise. Et donc, je crains la perte d'efficacité de cette résolution. C'est pour ça que la manière dont nous avions rédigé cet alinéa visait à aller de manière plus précise pour être plus efficace. J'entends les remarques de la rapporteure. Nous pouvons envisager en effet de le retirer pour le retravailler, et je vois que M. Picmal, s'il en est d'accord, pour le retravailler en séance en tenant compte des retours de la rapporteure. Et je suis sûr que dans ces cas-là, nous aurons un avis favorable en séance pour pouvoir être vraiment précis et aller plus loin que, il me semble, le texte initial. Merci, Monsieur Lachaud. Je vous propose de mettre aux voix cet amendement. Je vous propose de passer aux amendements numéro 8 et 1 qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune puisqu'ils portent sur le même sujet, Monsieur Lachaud. Ce sont des amendements rédactionnels. Hein. Le traité sur l'Union européenne ne prévoit en aucun cas et en aucun article le mot loi, mais c'est bien le mot règlement qui est choisi, qui a été choisi, qui a été donc ratifié. Il me semble qu'il nous faut être précis dans les termes. La loi européenne, ce n'est rien. Ça n'existe pas au vu des traités. Un règlement européen, c'est quelque chose qui existe. Et donc, je pense que nous voulons être précis en tant que législateur. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Même si la future législation européenne pourrait effectivement prendre la forme d'un règlement, ce qui est l'option pressentie, la Commission n'a pas encore définitivement tranché sur le choix de type d'instrument juridique. La direction DEFIS de la Commission l'a confirmé dans le cadre d'ailleurs des auditions de ce rapport. Toutes les options, à mon sens, doivent être étudiées, pourvu qu'elles répondent à l'objectif d'une meilleure gestion du trafic spatial et d'une atténuation, voire d'une réduction des débris. Donc, par ailleurs, cette formulation plus large, celle de la loi, est utilisée par les organes de l'Union européenne dans les différents travaux et semble donc, à ce jour, la plus adaptée. Donc, un avis défavorable sur les deux. Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. J'entends ce que vous dites, cher collègue Lachaud. Effectivement, dans les traités sur l'Union européenne ne figure pas l'expression loi européenne. Simplement, je pense qu'il est un tout petit peu prématuré de s'avancer. Nous ne savons pas encore, ça a été très bien dit par Madame la rapporteure, si l'instrument législatif, l'acte législatif futur prendrait la forme d'un règlement ou d'une directive, ou bien même si l'exécutif européen choisirait un autre type d'instrument. Donc je pense que s'avancer, même s'il y a déjà des règlements, celui de 21 qui avait aboli d'autres règlements, etc., sur le sujet, nous n'avons pas, je pense, nous, à ce jour, à ce stade, à choisir entre le format, règlement ou directive. Ce n'est pas tout à fait de notre ressort. On aurait pu imaginer que vous proposiez une appellation comme acte législatif européen, mais voilà, règlement, ça me semble être prématuré, donc nous ne sommes pas favorables. Merci beaucoup, Monsieur Lachaud. Oui, j'entends la remarque, les remarques qui viennent d'être faites, mais revenons sur l'article 288 du TFUE. Hein. Le mot loi n'existe pas. En effet, règlement, directive, décision, recommandation, avis.
Nous sommes d'accord. Sauf que ce que nous étudions aujourd'hui comme résolution, en gros, demande un acte de portée générale et obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. C'est à peu près ce que nous demandons. Oui, non. Un acte de portée générale est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres. Et le seul acte législatif européen qui réponde à ces critères-là, c'est le règlement. Donc, si nous voulons réellement un acte de portée générale obligatoire dans tous les États membres, seul le règlement répond à cette demande. Et c'est quand même terrible que ce soit un insoumis qui soit obligé de rappeler ça à la majorité. Mais je pense que c'est le règlement, le bon outil législatif que nous voulons demander. Après, si la Commission décide d'utiliser un autre instrument législatif, c'est sa responsabilité. Mais nous, que voulons-nous? Voulons-nous un règlement ou voulons-nous autre chose? Je pense que nous souhaitons un règlement. Merci beaucoup. Madame, allez-y. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien écouté les débats et moi, je proposerais que l'on mette plutôt la réglementation. Ça engloberait un terme plus générique. Et bon, certes, la loi spatiale européenne peut exister, mais comme on n'a pas encore défini l'instrument juridique, effectivement, je proposerais qu'on mette plutôt réglementation qui engloberait un terme plus global. Et avant d'avoir défini, justement. Merci. Merci, Monsieur le Président. Au vu de nos débats, ce que je vous propose, parce qu'en vue de la séance, et c'est vrai que la séance, du fait de la procédure particulière d'une PPRE, pourrait venir dans quelques mois, et donc peut-être qu'il y aurait là, à ce moment-là, des avancées qui nous permettraient collectivement de peut-être tomber d'accord. Donc ce que je vous propose, à ce moment-là, c'est plutôt un retrait, plutôt qu'un avis défavorable, mais parce qu'au vu des discussions sur les différents échanges que nous avons, potentiellement sur la séance, il y aurait peut-être moyen que nous nous retrouvions tous sur une terminologie qui nous conviendrait à tous. Merci, Monsieur Lachaud. Très bien, ils sont retirés. Nous en venons à l'amendement numéro 9, Monsieur Lachaud. Oui, nous en venons aux accords Artemis, mais plus largement aussi aux législations d'État qui autorisent l'exploitation des ressources. Vous nous avez cité les accords Artemis, Madame la rapporteure. Je n'ai rien à retirer à ce que vous avez dit. Juste qu'ils s'inscrivent également a posteriori de l'adoption par les États-Unis du Space Act, qui justement, lui, permet l'appropriation des ressources. Et donc, vous voyez bien là qu'il y a une sorte, la psychologie sociale dirait, de pied dans la porte. Qui est fait, et le fait pour la France d'avoir ratifié, et je le regrette, sans aucun débat au sein du Parlement, les accords Artemis, laisse entendre que nous entrons dans cette logique d'exploitation des ressources. Donc, j'entends ce que vous avez dit, entendez aussi ces arguments, et surtout que cet alinéa vise les accords Artemis, mais aussi la législation luxembourgeoise qui, réellement, pose un problème sur si on souhaite considérer que l'espace est un bien commun. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre un petit peu de temps parce qu'on en arrive à vraiment un sujet de fond. L'avis, il sera défavorable. Et pour deux raisons. Sur la forme, la PPRE est adressée aux institutions européennes et il n'apparaît pas approprié d'interpeller ici directement le gouvernement français et encore moins d'exiger du gouvernement luxembourgeois qu'il prenne une orientation politique plutôt qu'une autre. Tout comme moi, vous êtes attaché à la souveraineté des pays et aux bonnes relations diplomatiques que la France peut entretenir. Donc cet amendement, il contrevient légèrement. Sur le fond, il est important de rappeler la différence entre propriété et exploitation des ressources. En l'occurrence des ressources spatiales. L'article 11 du traité sur la Lune rappelle que les ressources spatiales ne peuvent devenir la propriété d'État, mais prévoit aussi que, et là je cite, les États parties s'engagent à établir un régime international régissant l'exploitation des ressources naturelles de la Lune lorsque cette exploitation sera
sur le point de devenir possible, en vue d'assurer leur gestion rationnelle et de ménager une répartition équitable entre tous les États parties des avantages en résultant. C'est à ce titre que 24 pays, dont la France, ont signé les accords Artemis, dont l'objectif est de ramener les humains sur la Lune et de préparer les futures missions d'exploration spatiale, y compris vers Mars. En conséquence, les accords prévoient la mise en œuvre opérationnelle d'importantes obligations contenues dans le traité sur l'espace extra-atmosphérique et d'autres instruments. De plus, ils constituent un engagement politique plutôt qu'une obligation juridique et établissent des bonnes pratiques et des principes en vue du retour sur la Lune et du développement de nouvelles activités spatiales. Les accords Artemis évitent toute référence aux notions d'appropriation et de possession des ressources spatiales et se veulent compatibles avec le traité de l'espace de 1967, contrairement au Space Act. Par ailleurs, les signataires s'engagent expressément à respecter le principe du libre accès à toutes les zones des corps célestes par des tiers et toutes les autres dispositions du traité sur l'espace extra-atmosphérique, donc ça devrait limiter quand même les craintes. Pour résumer, il faut bien distinguer l'appropriation d'un corps céleste, qui est interdite par les traités, à l'exploitation des ressources sur un corps céleste sans appropriation du sol. Les accords Artemis respectent à ce sens les accords internationaux. On est d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lachaud. Merci, Monsieur le Président. Mais nous sommes d'accord, Madame la rapporteure. Il n'y a pas que la question de l'appropriation, il y a la question de l'exploitation. Et c'était bien notre volonté que d'interdire l'exploitation des ressources en l'état actuel. Mais vous nous avez pas répondu sur la législation du Luxembourg, qui est similaire avec celle du Space Act, qui pose problème vu que le Luxembourg est membre de l'Union européenne. Et donc, à ce titre, il est en train de se constituer une législation au sein de l'Union européenne qui pourrait permettre des détournements, y compris d'une législation européenne qui viserait à interdire l'appropriation des corps célestes. Il y a donc là un problème. Le Luxembourg n'est pas malheureusement exemplaire sur d'autres domaines comme l'évasion fiscale. Et on voit bien là qu'il y a là aussi une volonté, parce que le jour où le Luxembourg sera en capacité d'envoyer une fusée pour exploiter les ressources, nous serons quand même informés. Il y a donc la volonté là de créer un droit spécifique extra-communautaire, je dirais, qui pose problème. C'est pourquoi nous maintiendrons notre amendement et peut-être que pour la séance, s'il n'est pas adopté malheureusement, nous en ferons 2 séparés, ce qui vous permettra de donner un avis favorable pour demander l'abrogation des lois luxembourgeoises sur l'appropriation et l'exploitation des corps célestes. Merci, Monsieur Lachaud. Je vous propose de mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 20, Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Oui, cet amendement que je présente au nom du groupe Renaissance vise à rajouter dans la ligne 28 qui porte sur le point 6 de la proposition de résolution européenne évoquant la stratégie spatiale de l'Union européenne pour la sécurité et la défense, que la dite stratégie, justement, publiée le 10 mars 2023, appelle notamment à développer des systèmes d'identification des objets spatiaux plus efficaces dans le strict respect des prérogatives de défense nationale et aux fins de préserver la souveraineté stratégique européenne. Il s'inscrit en fait dans la poursuite de l'amendement précédent, mais en insistant un peu sur cette idée d'avoir des systèmes d'identification des objets spéciaux. C'est une question de souveraineté, là encore. Merci. Votre avis, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. La préservation de la nature civile de la politique spatiale européenne est en effet primordiale pour la France, comme pour d'autres États tels que la Belgique et l'Allemagne. Avis favorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Il est adopté, pardon. Amendement numéro 26. Madame Le Grip. Oui, c'est un amendement dans lequel je souhaite rajouter un alinéa. Bon, cette proposition de résolution est assez riche, d'ailleurs assez exhaustive déjà, mais je souhaite quand même faire référence expressément au Conseil européen du 14 novembre 23, qui a notamment clairement
appeler à ce que l'on continue, à ce que l'Union européenne continue à œuvrer pour des normes, des règles, des principes de comportement responsables dans l'espace et à intensifier également l'utilisation de l'espace à des fins de sécurité et de défense. Vous voyez, il y avait ces deux priorités-là, si je puis dire, dans ce qu'avait réaffirmé le Conseil lorsqu'il a examiné la stratégie spatiale de l'Union européenne proposée par la Commission européenne. Merci. Votre avis, Madame la rapporteure? Merci, Monsieur le Président. Madame Le Grip, je pense que votre amendement est satisfait, car nous faisons déjà explicitement référence à la stratégie spatiale de l'Union européenne pour la sécurité et de la défense, qui appelle à préserver strictement donc, les prérogatives de défense nationale. Et vous avez cité, bien entendu, le texte de novembre 23. Le risque est néanmoins, en consacrant plusieurs alinéas aux enjeux de sécurité et de défense, que la résolution prête à confusion en s'éloignant du cœur de notre démarche, à savoir la régulation des aspects civils et commerciaux. Donc, une demande de retrait. Merci. Retrait, c'est parfaitement entendu. Madame Mélin, il a été retiré. Très bien, merci. Nous en venons à l'amendement 25, Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais rajouter, encore une fois, c'est quelque chose qui a été dit et redit par le Conseil dans ses conclusions du 14 novembre 2023, la nécessité d'une coopération et d'une collaboration internationale, y compris grâce à l'instauration d'éventuels nouveaux dialogues sur la sécurité spatiale. Je pense qu'il y a là quelque chose qui doit aller dans le sens de ce qui nous inspire tous, n'est-ce pas, la coopération et la collaboration internationale en matière d'espace. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, votre avis. Merci, Monsieur le Président. Pour les mêmes raisons évoquées précédemment, à mon sens, cet amendement est satisfait et donc je demande le retrait. Madame Le Grip. Je le retire. Il est retiré, très bien, merci. Nous en venons à l'amendement numéro 24 par Madame Mélin. Oui, c'est un amendement par lequel nous souhaitons insister sur le leadership de la France en matière de formation des professionnels du secteur et que nous devons bien entendu le rester. Notre industrie peut se targuer d'avoir à disposition une filière éducative qui forme un vivier d'ingénieurs au niveau mondial, spécialisés dans l'industrie lourde et l'aéronautique, avec notamment l'ISAE Supaéro, qui attire aujourd'hui des talents du monde entier et qui nous viennent aussi des États-Unis, d'Asie, à l'heure où la filière d'aérospatiale ouvre entre 10 000 et 15 000 postes. Voilà, donc je pense que cet article, c'est un amendement relativement transpartisan. Nous savons ce que va dire Madame la... Merci, Madame Mélin. Madame la rapporteure. Merci. Chers collègues, tout d'abord, je rappelle que l'objet de la PPRE est bien de prôner une coopération étroite entre les États européens plutôt que de rappeler les mérites de la France en matière spatiale. Ensuite, je vous remercie de me donner l'occasion d'aborder la question de la formation et permettez-moi toutefois de m'étonner de votre souhait d'inscrire ce sujet dans une législation européenne, car si nous avons noté un changement de paradigme du RN vis-à-vis de l'Union européenne, je rappelle que la question de l'information est une compétence des États membres, et je doute cependant que votre objectif soit d'élargir les compétences de l'Union. Je vais vous faire un petit retour de terrain après avoir rencontré une bonne partie des entreprises spatiales françaises. Malgré l'excellence de notre formation, nous manquons aujourd'hui de main-d'œuvre, y compris sur les métiers hautement qualifiés. Les entreprises du secteur ont besoin et souhaitent diversifier leur équipe avec des talents du monde entier. Et contrairement aux préjugés véhiculés par certains, ces compétences se trouvent aussi dans les pays dits du Sud. Mais les difficultés administratives pénalisent fortement nos entreprises. Avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 23, Madame Mélin. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui permet de rappeler la multipolarité du monde et les nouveaux rapports de force sur l'échiquier mondial et qui doivent être parfaitement pris en compte et de servir de préalable si l'Union européenne, avec le pragmatisme qui la caractérise, veut tendre vers la réussite de son programme spatial. Il est tout à fait clair que le dialogue respectueux et la coopération internationale, ça avait été soulevé tout à l'heure, mais peut-être allez-vous dire la même chose que ce que vous avez dit à Madame Le Grip tout à l'heure à propos d'évidence de coopération. Il est tout à fait indispensable que nos rapports avec toutes les puissances tiers soient tout à fait prégnants et que nous puissions le rappeler régulièrement, y inclus dans ce texte.
Merci. Votre avis, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Le spatial est certes un outil de diplomatie internationale. À son origine, son développement fut le fruit de démonstrations de force entre deux superpuissances en conflit. Depuis, il est devenu le symbole d'un autre monde, aussi proche que lointain, où pendant plus de 20 ans, Américains, Européens, Russes, Japonais ont cohabité malgré les tensions sur Terre. Toutefois, la Russie, dont vous semblez être devenus les porte-parole, a fait un choix unilatéral, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. En novembre 2021, le tir de missiles antisatellites russes a détruit le satellite Cosmos, créant 1562 débris. Le troisième événement ayant généré le plus de débris spatiaux selon les recensements aujourd'hui. Le 26 juillet 2022, 5 mois après avoir envahi le territoire ukrainien et déclaré une guerre unilatérale qui n'en porte pas le nom, l'agence TASS russe a annoncé le retrait de la Russie de l'ISS, mettant un terme à toute coopération. Donc la France, particulièrement par le biais de son agence spatiale, le CNES, a toujours cherché à maintenir des relations diplomatiques, technologiques, scientifiques avec l'ensemble des puissances spatiales. Jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, la Russie et l'Europe menaient alors un partenariat profond, faisant notamment décoller le lanceur Soyouz depuis la Guyane. Et le CNES a noué et noue encore des partenariats forts avec les pays que vous avez cités. Donc en effet, Madame Mélin, je pense que votre amendement est satisfait. Demande de retrait à défaut défavorable. Madame Mélin. Juste une toute petite réaction parce que c'est difficile de ne pas réagir. Peut-être que lorsque nous avons des discussions courtoises où nous essayons de trouver, par définition même, l'amendement doit être la conciliation, il n'est peut-être pas utile de prêter à d'autres des positions qu'ils n'ont pas forcément. C'est peut-être pas le principe numéro 1 de la diplomatie. Je vous remercie. Si Monsieur Lachaud. Oui, nous ne pourrons pas soutenir cet amendement parce que nous considérons que ces accords spatiaux doivent être prioritairement des accords de coopération nationale et que ce n'est pas à l'Union européenne d'avoir une diplomatie internationale à destination spatiale. Ce sont des accords bilatéraux qui sont entre le CNES et d'autres agences nationales. À ce titre, je crois que la France est la nation qui a le plus d'accords bilatéraux de travail sur l'espace. D'ailleurs, je crois que les Français sont les premiers à avoir pu accéder au site de lancement chinois et c'est une grande fierté pour nous que d'être à ce niveau de partenariat. Les partenariats doivent aussi être négociés par le biais de l'ESA avec notamment la NASA, l'agence japonaise, l'agence indienne, l'agence chinoise. Bon, les discussions avec l'agence russe Roscosmos sont évidemment suspendues, mais ce n'est pas aujourd'hui à l'Union européenne de mener cette diplomatie spatiale. Merci. Madame Le Grip. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, sur la rédaction qui est proposée par les collègues du Rassemblement national dans cet amendement, je dois dire notre très grande réserve, pour ne pas dire franche hostilité, au concept d'équidistance. Et il nous semble vraiment que parler d'équidistance, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou de la France, entre les États-Unis et la Chine, la Russie, l'Inde, etc., est non seulement quelque chose d'extrêmement fumeux, mais surtout quelque chose d'extrêmement contraire et à nos intérêts et à l'état présent de toutes nos grandes alliances. Merci beaucoup. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 10, Monsieur Lachaud. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose que soit fait mention, une nouvelle fois, de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, comme principal espace de coopération entre partenaires européens. Le modèle intergouvernemental et planificateur, ce qui nous plaît forcément, développé par l'ESA et les puissances européennes, a toujours fait ses preuves. Il a permis à l'Europe de développer une politique spatiale à moindre coût et s'imposer comme un acteur à part entière. Or, depuis plusieurs années, le manque de volonté politique a affaibli ce modèle, notamment sur la question du programme Ariane, sur lequel on reviendra. Madame la rapporteure. À mon sens, du fait de l'adoption de l'amendement précédent, celui-ci est donc déjà satisfait. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis donc défavorable. Qui est pour? Qui est contre?
Il est rejeté. Amendement numéro 21, Madame Mélin. Oui, merci beaucoup. En fait, cet amendement 21 est un identique de l'amendement 5 qui a été adopté tout à l'heure, où nous soulignons aussi que la concurrence institutionnelle entre l'ESA et la plus récente agence pour le programme spatial européen pose un véritable problème et il serait bon que l'ESA ne soit pas dévitalisée. Donc nous proposons de l'adopter de la même façon que le 5 a été adopté. Merci Madame Mélin, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je ne pense pas qu'on soit quand même sur les mêmes champs que l'amendement qui a été adopté tout à l'heure sur l'ESA. Après avoir pu échanger à plusieurs reprises avec le directeur général de l'ESA et auditionner le directeur de l'ESPA, je souhaiterais vous rassurer sur l'absence de conflit entre les deux agences pour la simple et bonne raison qu'elles ont aucunement les mêmes tâches, les mêmes fonctions et les mêmes objectifs. Pour schématiser le circuit entre les différentes composantes, l'UE définit sa politique spatiale et ses objectifs. L'ESA développe et met en œuvre les programmes spatiaux de l'ESPA qui gère et l'ESPA gère l'exploitation commerciale et la liaison des pays membres. Donc à ce titre, un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 13, Monsieur Lachaud. Monsieur Picmal. Oui, Monsieur le Président, par cet amendement, nous aimerions que la représentation nationale réaffirme l'attachement de la France au programme Ariane et son rôle moteur dans le développement de la coopération européenne, mais aussi internationale. La France, c'est la seule puissance de l'ESA et de l'Union européenne à posséder une filière industrielle de fabrication, mais aussi de mise en orbite des lanceurs lourds. Elle a su démontrer son excellence d'ailleurs depuis 60 ans de manière souveraine et autonome, de même qu'elle est aujourd'hui la seule puissance à garantir un accès indépendant à l'espace aux États de l'ESA et de l'Union européenne. On a mis notre savoir-faire et notre expertise au service de la coopération à travers notre participation à différentes missions de recherche spatiale ou encore la mise à disposition du pas de tir de Kourou. Voilà l'objet et la philosophie de notre amendement. Merci, Madame la rapporteure. Là, de nouveau, on ne va pas anticiper les débats de la semaine prochaine en commission des affaires économiques, mais sachez vraiment l'attachement de la France au programme Ariane, et cet attachement est intact, et je le rappelle, comme d'ailleurs l'ont démontré les négociations dans le cadre du sommet de Séville qui se sont tenues donc, en novembre dernier. Toutes les institutions françaises intéressées, en particulier le CNES et bien sûr le gouvernement, sont de fervents défenseurs du programme Ariane 6. À mon sens, ce n'est pas par contre l'objet d'une inscription dans cette PPRE. Donc, avis défavorable. Merci beaucoup, Monsieur Lachaud. Oui, merci Madame la rapporteure. Écoutez, je pense que c'est un signal envoyé. Les différents ministres se sont exprimés pour apporter le soutien d'Ariane. À aucun moment, le Parlement, qui vote les budgets de la nation, en théorie, quand il n'y a pas de 49.3, ne s'est prononcé sur le programme Ariane depuis bien, bien longtemps. Je pense que nous avons là un vecteur législatif qui nous permet de le faire. Si vous revenez sur Séville, on peut rediscuter de l'accord de Séville. Alors oui, en effet, il y a eu un accord pour financer Ariane 6. Tout le monde va mettre la main à la poche, la France plus que les autres, largement plus que les autres. Et pendant que nous, on met cet argent sur ça, les autres mettent l'argent sur les micro-lanceurs pour créer de la concurrence vis-à-vis de nous. On peut remercier nos partenaires européens pour cela. Mais regardez bien ce qui est dans les accords de Séville. La contrepartie du financement d'Ariane 6, c'est que Ariane 7 sera soumise à concurrence. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs projets concurrentiels et que l'ESA devra trancher. C'est-à-dire qu'à Séville, nous avons acté, et la France a acté, que le futur lanceur européen ne serait peut-être pas une Ariane. Donc je pense qu'aujourd'hui, réaffirmer, nous, Parlement français, l'attachement de la France au programme Ariane, je pense que ce n'est pas neutre, je pense que ce n'est pas inutile, et je pense que cela envoie un signal à nos partenaires, plutôt, devrais-je dire, nos compétiteurs. Merci, Monsieur Lachaud. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 12, Monsieur Lachaud. Merci, Monsieur le
Président, bon, je constate par ce vote que le Parlement ne souhaite pas réaffirmer son attachement au programme Ariane et je m'en étonne. L'amendement numéro 12 est une sorte de repli par rapport à l'amendement précédent, vu que cela appelle les États membres de l'ESA à préparer dès aujourd'hui la succession du programme Ariane 6 dans le domaine des lanceurs lourds. Et par cet amendement, de rappeler que c'est réellement la série des Ariane qui a permis à l'Europe d'être là où elle en est aujourd'hui dans le domaine du spatial, qu'il n'y a aucune raison de se lancer dans un projet concurrentiel à une future Ariane 7, si ce n'est vouloir détruire la filière aérospatiale française. C'est peut-être le but des Allemands, cela ne peut pas être le but de notre Parlement. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de réaffirmer ici notre volonté que Ariane 7 soit réellement une Ariane. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Et je vous réaffirme, Monsieur Lachaud, que je continue à penser que ce n'est pas le lieu de cette PPRE pour l'affirmer, mais que ici, je l'affirme et nous l'affirmons collectivement, que ce Parlement est en soutien du projet Ariane. Et je vous invite résolument à venir la semaine prochaine parce que ça sera l'objet d'une partie du rapport en affaires économiques. Merci. Madame Le Grip. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, je ne veux pas non plus, comme Madame la rapporteure, Monsieur Lachaud, vous laisser dire que le Parlement, parce que nous avons rejeté un amendement qui ne nous semble pas entrer complètement dans le périmètre du texte que nous écrivons ensemble cet après-midi, rejetterait le soutien à Ariane. Hein. Je crois qu'aussi bien des membres de l'exécutif que Madame la rapporteure, qui est présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur le spatial, que nous-mêmes, nous aurons l'occasion, et nous avons déjà eu l'occasion, de réaffirmer notre attachement. Ça sera redit et écrit en commission des affaires économiques et certainement en séance lorsque cette proposition de résolution européenne sera discutée en séance publique par les uns et par les autres. Donc ne nous faites pas de faux procès. Merci. Merci Madame Le Grip. Mais on voit cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 18, Monsieur Picmal. Merci Monsieur le Président. On souhaite exprimer notre interrogation et notre regret de la privatisation d'Ariane Space et le recul du CNES dans les domaines des lanceurs, alors que l'État aurait tout intérêt à sécuriser et à contrôler directement le domaine de ces derniers. La direction prise par la France est celle du New Space, une vision libérale mettant l'accent sur la privatisation, l'entrepreneuriat capitaliste et le profit à tout prix, qui dessert à terme les intérêts souverains de notre pays. Une nationalisation permettrait à la France de planifier sereinement une stratégie spatiale cohérente en se donnant des moyens à la hauteur de ses ambitions. Merci beaucoup Madame la rapporteure. On est un peu dans le même débat que nous avons sur les deux amendements, donc j'ai toujours un avis défavorable. Mais je voudrais quand même rappeler que la construction des lanceurs relève d'Ariane Group et non pas d'Ariane Espace, chargé de la commercialisation et de l'exploitation des systèmes de lancement spatiaux développés par Ariane Group. Ensuite, je tiens à rassurer sur la forte contribution du CNES au programme d'Ariane 6. Les équipes du CNES, que je salue, sont par exemple très impliquées avec celles d'Ariane Group et de l'ESA dans les essais du moteur Vulcain 2.1 sur le partir d'Ariane 6. Donc soyez rassurés, il n'y aura pas de privatisation totale et nous soutenons Ariane Group à travers de différents programmes budgétaires, que ça ait le programme de la recherche du CNES à France 2030. Merci Madame la rapporteure. Avis défavorable. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 14, Monsieur Lachaud. Merci Monsieur le Président. Écoutez, un amendement qui, dans la continuité des premiers amendements que j'ai défendus, appelle la France à ratifier le traité sur la Lune de 79 qui a été déjà signé par la France. D'autres pays européens l'ont déjà ratifié, comme la Belgique, comme les Pays-Bas. Et vu qu'il s'agit d'une PPRE, évidemment, la France devrait agir au sein de l'Union, auprès des pays membres de l'Union, pour que ces pays signent et ratifient ces accords pour renforcer leur poids au niveau mondial. Merci Madame la rapporteure. Avis défavorable, simplement sur la forme, Monsieur Lachaud, puisque l'écriture est restée sur 76, non pas 79. Donc je vous propose de le retirer, parce qu'il est mal écrit. Donc il ne peut pas être de toute manière adopté. Et
comme je vous vois vous précipiter sur le petit bouton, donc je rappelle aussi que l'objectif d'une PPRE n'est pas d'interpeller directement le gouvernement français, mais bien d'envoyer un signal aux législateurs européens. Donc dans ces cas-là, ça sera de toute manière un avis défavorable, même si vous me proposez de le rédiger correctement. Merci Madame la rapporteure. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 11, Monsieur Picmal. Oui, on vous propose, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, d'appeler la France, l'Union européenne et l'ESA à œuvrer à des négociations pour un traité de démilitarisation de l'espace. On en a parlé, mon collègue Lachaud, le Space Act de 2015, la loi sur les activités spatiales au Luxembourg qui permet l'exploitation de ressources spatiales par des sociétés établies au Luxembourg de 2017, ou encore les accords d'Artémis de 2020 sont tous des accords qui entament une ère de prédation des ressources spatiales. Aussi en accord avec le traité de 67 sur l'espace qui qualifie ce dernier et les ressources qu'il contient de biens communs accessibles à tous, nous vous proposons cet amendement. Merci Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président. Je vous remercie pour cet amendement qui permet de rappeler l'attachement de la France au respect du traité de l'espace et à la non-militarisation de l'espace. Notre pays plaide déjà pour une norme universelle, juridiquement contraignante, interdisant des pratiques telles que les tirs antimissiles. C'était d'ailleurs l'une des recommandations de l'excellent rapport de nos collègues Jean-Paul Lecoq et Pierre Cabaret de la Commission des Affaires étrangères en 2021, si ma mémoire est bonne. Donc toutefois, votre amendement ne concerne pas les enjeux civils et commerciaux visés par cette PPRE et s'éloigne donc, à mon sens, du cœur du sujet, donc avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 15, Monsieur Lachaud. Merci Monsieur le Président. Bon, je vous parlais tout à l'heure de France 2030, où très clairement on voit qu'il y a une sous-consommation des crédits du spatial. Il y a donc là un problème de critères mis en place par Bercy, et nous souhaitons que le Parlement appelle le gouvernement français à réviser ces critères d'investissement pour que l'argent prévu dans France 2030 pour le spatial ne soit pas perdu et que cela n'handicape pas notre compétition face à l'Allemagne et à l'Italie. Merci Madame la rapporteure. Je ne doute pas que nous aurons un débat très constructif la semaine prochaine sur ces enjeux-là aux commissions des affaires économiques. Mais là, de nouveau, à mon sens, ce n'est pas l'objet de cette PPRE. Simplement pour votre information, ce texte a quand même été rédigé avec la DGE, la DGA, le CNES, la DGSI. Donc, on a déjà... Le périmètre a quand même été très cadré et tous ces amendements-là vraiment sortent du périmètre de la PPRE. Donc, un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 16, c'est le dernier. Monsieur Picmal. Oui, le meilleur pour la fin. Nous appelons le gouvernement à redonner la primauté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche via le CNES dans l'élaboration de la stratégie spatiale française. Le CNES, il a été créé sur l'initiative de Charles de Gaulle, du président de Gaulle, en 1961, afin de fournir une structure chargée de coordonner et animer les activités spatiales françaises. Or, depuis 2020, la tutelle de l'espace n'est plus du ressort de l'enseignement, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais de celle du ministère de l'Économie et des Finances. Aussi, la vision de Bercy est désormais dominante dans la stratégie spatiale française au détriment de la vision scientifique portée par le CNES. L'espace n'est dès lors pas n'est envisagé que sous le prisme économique, alors que celui-ci ne devrait être pensé et analysé que sous le prisme scientifique afin de correspondre à l'intérêt général humain. Merci Monsieur le Président. Pour terminer, je vais revenir à ma petite image de mon petit quadrupède que j'ai utilisé lors des dans des propos liminaires. Oui, petit animal, de ce bel animal à quatre pattes. Non, je suis d'accord avec vous, Monsieur Picmal. Mais il ne peut pas y avoir un pied plus fort que l'autre. Aujourd'hui, il y a la recherche, il y a l'économie, il y a la défense. C'est les trois piliers qui sont au cœur de notre politique spatiale française. Moi, je rajoute en effet, comme je vous l'ai dit, les affaires étrangères et bien évidemment la Commission des affaires européennes, c'est fondamental. Je ne pense pas que ce soit le lieu de cette PPRE pour vraiment l'inscrire dans le marbre. Et une fois de plus, parce que ça va faire partie des recommandations,
du rapport rendu la semaine prochaine, je vous l'assure. Avis défavorable donc. Monsieur Lachaud. Merci, Madame la rapporteure, pour votre réponse. J'entends qu'il ne faut pas qu'il y ait un pied plus fort que l'autre, mais pour tout animal qui se respecte, il a besoin d'une tête. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette tête qui manque, qui nous empêche de mettre en cohérence les différents budgets, de mettre en cohérence les différents programmes. Nous avons aujourd'hui 3 ministères et 3 budgets insuffisants pour développer des programmes, alors qu'il pourrait y avoir une planification et une coopération de ces budgets qui permettrait de développer des choses, des briques, on pourrait pour dire des choses ainsi, utiles à chacun de ces ministères. Donc nous allons retirer cet amendement, mais il est nécessaire aujourd'hui que, à l'instar de la maire qui possède son secrétariat général, d'avoir au niveau du spatial un pilote dans l'avion ou un pilote dans la fusée pour s'assurer que notre budget soit le mieux utilisé possible, qu'il n'y ait pas de concurrence entre les ministères, qu'il y ait de la coopération déjà nationale avant même de pouvoir penser à de la coopération européenne. Merci, ce retrait est bien noté. Nous en avons donc fini. Ah, monsieur Sittenstuhl, pardon. Oui, vous l'avez, tout va bien. Puisque l'amendement est retiré, donc du coup, c'est après l'amendement. Enfin, c'est un point important que ont soulevé nos collègues de la France Insoumise. Alors, le ministère de la Recherche n'est pas exclu de la politique spatiale, mais moi, je veux le dire très clairement, c'est une bonne chose que le ministère de l'Économie et des Finances soit revenu en force dans la politique spatiale française. Moi, je le dis et je l'assume, parce que nous avons vu que précédemment, le pilotage de la politique spatiale française n'était pas nécessairement optimal. Et moi, je constate que, notamment sur l'accord de Séville, cet accord a été conclu par les ministres de l'économie. Et pourquoi est-ce que le ministère de l'économie et des finances doit avoir un rôle important dans la politique spatiale française? C'est parce que le ministère de l'économie est en charge de l'industrie. Et que l'industrie que vous aimez, comme nous, bien entendu, elle est là dans la politique spatiale parce qu'il faut des déclinaisons opérationnelles et que c'est le dialogue entre la recherche et l'industrie qui permet d'avoir des programmes spatiaux qui sont opérants, qui fonctionnent. Et je crois que la magnifique histoire de la NASA, notamment, on ne fera pas le débat ici, le montre bien que c'est l'intelligence, enfin c'est le dialogue intelligent entre les acteurs industriels et la recherche qui permet de produire des résultats. Merci beaucoup. Nous avons donc fini avec l'examen des amendements. Je mets aux voix l'article unique de la proposition de résolution ainsi amendée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous remercie. Nous avons, bravo Madame la rapporteure, nous avons une nomination de rapporteur à effectuer. Vous savez que le bureau a décidé que la commission prendrait l'initiative d'un rapport d'information portant observation sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Et donc pour la réalisation de ce rapport, j'ai reçu la candidature de Charles Sittenstuhl. Sans objection de votre part, je vous propose qu'il soit ainsi nommé. Je vous remercie, il est ainsi décidé. Prochaine réunion, mercredi 20 décembre à 17h. C'est l'audition de Madame Laurence Boone, secrétaire d'État en charge de l'Europe, sur les conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre. Le Conseil de demain qui aura notamment à décider de l'avenir de l'Ukraine au sein de l'espace européen. C'est un conseil important. À la semaine prochaine et merci pour votre participation.